Vous avez appris qu'il y a bombardement dans les cas des réfugiés. Est-ce que les gens qui sont décédés là-bas ne sont pas des Congolais? Parce que lui soutient le mouvement de Nanga. Maintenant, c'est Nanga qui fait des exactions là-bas. C'est Nanga qui bombarde les camps des réfugiés. Est-ce que Ambongo compatit avec ces fidèles catholiques qui sont décédés dans les camps? Il paraît qu'il y aurait une affaire au niveau des moindres de pétrole, d'exploitation de pétrole par la société Perenco. Ou, entre parenthèses, on aurait entendu qu'il y aurait des millions qui passaient par leurs mains et que le chef de l'État a stoppé ces accords-là. C'est ainsi qu'il veut s'acharner sur le gouvernement. Mais attendez, cardinal Monsengo a pris des positions contre le pouvoir de Joseph Kabila. Est-ce que c'était à cause d'une situation de Perenco et autres? Ce n'est pas tout simplement que l'Église catholique veut être ou se placer du côté de faible. Je suis content parce que vous dites que le cardinal Monsengo avait pris une position contre Joseph Kabila et son gouvernement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Cardinal Ambongo a pris une position contre Tshisekedi et son gouvernement? Non, il a pris une position contre la République, contre les Congolais. Une information judiciaire. Moi, je voulais qu'on puisse ouvrir un dossier judiciaire au lieu que ça soit une information judiciaire. Parce que c'est quand même des déclarations graves. C'est du peuple rwandais. Exactement. C'est une raison évoquée par les Rwandais pour justifier son agression à la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, nous parlons d'un pasteur qui a affirmé que l'État congolais renforce en matériel et en effectif les FDLR. Là, c'est quand même une dénonciation grave. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Voilà, l'Église catholique, amie ou ennemie du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Nous en parlons, mesdames et messieurs. Les détournements en République démocratique du Congo, on responsabilise aussi de ces côtés qui est réellement le vrai responsable de ce qui se passe en République démocratique du Congo, au ministère de Finances, avec les surfacturations dans les dossiers forages ainsi que lampadaires. Aujourd'hui, on entend encore les dossiers de 18 millions de dollars en ce qui concerne le paiement de véhicules pour nos ambassadeurs. Nous allons en parler, mesdames et messieurs. Avec qui sur ces plateaux? Installez-vous confortablement. Je reçois pour vous un juriste qui est avec moi sur ces plateaux. Il s'agit bien de messieurs Derrick ou encore Maître Derrick. Maître Derrick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Israël, je vous remercie pour Isaac, voudrais-je dire. Je m'excuse une fois de plus d'avoir massacré votre nom, mais ça va quand même de pair. Isaac, je vous remercie pour l'invitation que vous m'accordez et l'honneur que vous mettez devant les Congolais pour pouvoir parler de la République. En tout cas, je suis très reconnaissant envers vous. Beaucoup de jours sans pour autant passer sur les plateaux de l'émission devant les Congolais. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Caprice de la santé. Vous commencez à fuir le Congolais, le peuple? Là, c'est une mission que je ne saurais jamais fuir. Je sais que la santé a ses caprices. C'est pourquoi vous ne m'avez pas vu passer devant les Congolais. Mais comme Dieu a permis qu'on soit là, et nous les remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour qu'on soit en bonne santé. Et maintenant, je suis devant les Congolais en train de parler de la République. Très bien. Déjà, la première question, vous avez suivi comment les procureurs a donné injonction à ceux qui sont dans la justice, dans l'appareil judiciaire, pour que l'on puisse convoquer ou encore inviter les cardinals Ambongo, qui dirigent l'Église catholique en République démocratique du Congo, pour qu'ils viennent donner des vraies informations sur ces déclarations. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que c'est l'état des droits ou encore c'est tout simplement une dictature qui s'installe, on ne supporte pas l'opinion des autres ou les opinions des autres? J'aimerais dire qu'il y a plusieurs définitions de l'état des droits. En réalité, d'une manière brève, je peux dire tout simplement que l'état des droits, c'est le respect de la loi. Et que la loi doit primer au-dessus de tous. Nous sommes tous égaux devant la loi. Aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. C'est à cela que je comprends l'état des droits. Nous sommes tous censés obéir, respecter scrupuleusement
la loi de la République démocratique du Congo. C'est en ce moment-là qu'on parle de l'état de droit. Donc l'état de droit, nous tous, nous sommes redevables devant la justice. Nous tous, nous sommes justiciables. Donc il n'y a aucun Congolais qui est au-dessus de la loi. Mais attention, qu'est-ce qui fait que l'on puisse aujourd'hui inviter le cardinal Ambongo? Parce qu'il n'est pas le premier à prendre cette position qui contredit l'État congolais, qui interpelle l'État congolais. Ses prédécesseurs l'ont fait, mais on ne les a jamais invités au niveau de la justice. Exactement, je me rappelle d'un pasteur, parce que le cardinal Ambongo est un pasteur tout simplement. Très bien. Je me rappelle d'un pasteur Casse, il est en prison de Makala. Il a été interpellé parce qu'il a enfreint la loi. C'est de la même manière. Vous savez, dans une démocratie, il est permis à tout le monde d'exercer sa liberté d'expression. Et la liberté d'expression ne veut pas dire prononcer des mensonges. Lorsque vous prononcez des mensonges, la personne qui est lésée est censée saisir la justice. Et cette fois-ci, nous parlons d'un pasteur qui a affirmé que l'État congolais renforce en matériel et en effectif les FDLR. Là, c'est quand même une dénonciation grave. C'est quand même une information grave que nous devons en savoir plus. On doit souligner ici que les FDLR sont ceux qui, selon le Rwanda, troublent la quiétude du peuple rwandais. Exactement. C'est une raison évoquée par les Rwandais pour justifier son agression à la République démocratique du Congo. Mais si vous suivez l'un de vôtres qui passe par le média, il dit que non, il a raison. S'il vient faire des exactions sur notre pays, il a raison parce que nous ne nous comportons pas très bien. Notre gouvernement met à la disposition des FDLR. Il met à leur disposition des armes et des munitions. C'est quand même logique que cette personne soit interpellée par la justice. Alors c'est une position que le gouvernement congolais réfute un peu partout, dans des conférences, dans des grands salons où on parle de la République démocratique du Congo. Exactement. Moi, je fustige d'ailleurs le fait que le procureur ait demandé qu'on puisse ouvrir une information judiciaire. Moi, je voulais qu'on puisse ouvrir un dossier judiciaire au lieu que ça soit une information judiciaire. Parce que c'est quand même des déclarations graves. Parce que dans un pays, voudrais-je dire, agressé. Nous prenons l'exemple de la masse. Si un prêtre, au niveau de la masse, arrive à faire de telles déclarations, vous savez qu'il sera exécuté. Vous savez que si vous êtes en Russie et vous faites une telle déclaration, vous serez exécuté. Là, vous prenez tous les pays où la démocratie souffre encore. Les pays qui sont agressés. Si vous prenez l'Ukraine aujourd'hui, un prêtre se lève le matin, il fait une telle déclaration, il sera exécuté. Et chez nous, c'est la démocratie. C'est pourquoi on a tout simplement demandé une information judiciaire. Moi, je comprends pourquoi ça devait faire beaucoup de bruit. Si on a besoin justement d'entendre les cardinaux. Parce qu'il a dit des choses, il peut avoir des éléments à sa disposition. On ne peut pas les condamner sans pour autant l'attendre. Donc on doit l'attendre pour savoir un peu plus sur ce qu'il dit. Parce que n'oubliez pas, c'est un cardinal. Il y a quand même plusieurs diocèses qui sont au niveau de l'Est. Peut-être qu'il a une information importante à livrer à la justice. La justice peut s'en servir parce que nous sommes agressés. Donc, j'ai vu que cardinal Ambongo, aujourd'hui, il est en perte de vitesse. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il y aurait une affaire au niveau des Mwanda de pétrole, d'exploitation de pétrole par la société Perenco. Où, entre parenthèses, on aurait entendu qu'il y aurait des millions qui passaient par leurs mains et que le chef de l'État a stoppé ces accords-là. C'est ainsi qu'il veut s'acharner sur le gouvernement. Mais attendez, hier nous avons vu comment le cardinal Mosengo a pris des positions contre le pouvoir de Joseph Kabila. Est-ce que c'était à cause d'une situation de Perenco et autres? Ce n'est pas tout simplement que l'Église catholique veut être ou se placer du côté de faible. Je suis content parce que vous dites que le cardinal Mosengo avait pris une position contre
Joseph Kabila et son gouvernement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Cardinal Ambongo a pris une position contre Tshisekedi et son gouvernement? Non, il a pris une position contre la République, contre les Congolais. Ou soit il continue à soutenir Nanga de son mouvement parce que il n'a pas pu obtenir qu'un des causes dans les gouvernements, il n'a pas su se faire élire avec d'autres personnes mécontentes qui l'ont suivi. Maintenant qu'il commence à faire tuer des Congolais. Et puis l'argent qu'ils utilisent, vous savez c'est quel type d'argent? Nanga a été président de la CENI, il a détourné l'argent là-bas. Mais c'est cet argent qui lui sert aujourd'hui d'acheter des munitions pour pouvoir massacrer le peuple congolais en connivence avec les Rwandais. Maître Derrick, lorsque vous dites que monsieur le cardinal Ambongo, son éminence, le cardinal Ambongo est en train de soutenir la rébellion de Corneille Nangaa, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a poussé un peu sa réflexion loin? Vous combattez cette histoire, vous combattez la rébellion de Corneille Nangaa, vous empêchez Nangaa à avancer, ce qui est normal, mais nous devons aussi nous poser la question, qu'est-ce qui fait que ces jeunes puissent quitter la République démocratique du Congo et rejoindre Nangaa? Est-ce que ce ne sont pas des frustrations? S'il réfléchit comme ça, il devient ennemi. Il devient celui qui soutient Nangaa. Non, si on réfléchit comme ça, on fait le jeu de l'ennemi. Est-ce que, avez-vous... J'ai entendu un prêtre rwandais qui déclare ceci, que le Nord Kivu fait partie de provinces du Rwanda. Alors que vous, votre cardinal... C'est ce qu'ils enseignent à leurs enfants. C'est ce qu'ils enseignent à leurs enfants. Alors que le cardinal ici nous dit que l'armée congolaise renforce le FDLR entre les deux qui est patriote. Il combat qui? Est-ce que croyez-vous que Nanga combat Tshisekedi? Non. Nanga est une marionnette qu'on a recruté pour tout simplement crédibiliser les mouvements du M23. Parce que parmi le M23, la plupart ne sont pas congolais. Alors il faut recruter certains Congolais. Il faut prendre quelques marionnettes pour en fait justifier que le M23 est un mouvement des Congolais. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas à cacher. Lorsque le Rwanda signe un accord avec l'Union européenne sur la matière première, est-ce qu'au Rwanda, y a-t-il des minéraux en dehors de la pluie et du vent? Y a-t-il d'autres minéraux? Alors, si chez vous, là où on tue, là où il y a plus de 15 millions de morts, vous entendez l'un de vos frères faire une telle déclaration, pensez-vous qu'il faut toujours continuer à l'appeler éminence? Non, vous devenez un rebelle. Vous faites la même chose. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous soutenez votre ennemi, c'est que vous aussi vous êtes l'ennemi. Donc le peuple congolais doit regarder Cardinal Ambongo comme étant un ennemi, et surtout avec le vénement. Ça serait une incitation. Jamais. Inciter les Congolais à regarder le Cardinal Ambongo comme ennemi, leurs prêtres, leurs pasteurs. Je ne pense pas que ça sera une bonne chose sur ces plateaux. Je vais dire, quand est-ce qu'on devient ennemi? On devient l'ennemi lorsque on commence à poser des actions pour pouvoir éliminer les autres. Est-ce que le bombardement dans les camps des réfugiés n'est-il pas une élimination de tout un peuple? On élimine des gens là-bas. Est-ce que plus de 15 millions d'habitants déjà tués, ce ne sont pas des actes punissables par la communauté internationale? Est-ce que si vous entendez l'un de vos frères... Ambongo a toujours condamné ces mouvements. Ambongo a toujours condamné toutes ces tueries. Nous sommes dans une période où la République doit être une. Nous sommes dans une période où les Congolais doivent être un. Nous sommes dans une période où la République démocratique du Congo ne compte plus 26 provinces, mais une seule province pour attaquer les Rwandais. Alors nous ne sommes pas dans une république de division. Donc toute personne qui sort avec un discours de division doit être regardée comme un ennemi. C'est dans ce sens-là que j'ai dit ça. Cette prise de position de la justice congolaise ne signe pas une guerre avec l'Église catholique. L'Église catholique n'est pas seule à œuvrer ici en République démocratique du Congo. On a plusieurs églises. Et puis l'Église ne sera jamais en guerre contre
la République démocratique du Congo. On a plusieurs églises qui ne se ressemblent pas sur le plan force, sur le plan déploiement en République démocratique du Congo. Les points de vue d'Ambongo n'est pas les points de vue de l'Église catholique. D'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Dans l'Église catholique. Exactement. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Donc, on ne peut pas considérer que le fait que le cardinal Ambongo ait des problèmes avec la justice, que cela soit une guerre entre la République démocratique du Congo et une église catholique. Non, l'église catholique n'a jamais été en guerre contre la République démocratique du Congo, mais un Congolais patriote, peut-être qui assume les responsabilités d'être pasteur, peut avoir des problèmes par rapport à ces points de vue. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que l'église primitive de pasteur Kass est en guerre contre la République démocratique du Congo du fait que le pasteur Kass soit incarcéré dans la prison de Makala? Non, on ne dira pas ça. Pourquoi on le dit pour Cardinal Ambongo? Est-ce que lui représente quoi de plus que pasteur Kass? C'est le représentant du pape en République démocratique du Congo. Kass ne représente que son église. Hein. Ça n'a rien à voir avec les Congolais. Les représentants du pape ou pas, nous sommes Congolais et nous sommes fiers d'être Congolais. Nous n'avons pas besoin des églises étrangères. Si nous prions dans l'église catholique, nous prions Dieu et non pape. Des églises étrangères, mais cette église étrangère vous donne des écoles. Cette église étrangère, vous êtes dans beaucoup de domaines en République démocratique du Congo. Là, vous n'en parlez pas. Lorsqu'on vous contredit, ça devient une église étrangère. On voulait affirmer tout ce que vous voulez, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu l'accord entre l'État congolais et l'église catholique. C'est dans l'accord qu'il y a eu la définition de la responsabilité de chacun. Donc, l'État a donné des concessions à l'église catholique et l'église catholique, en contrepartie, il avait dit il va œuvrer pour les social du peuple, entre autres construction des écoles. Et puis, pour votre information, ces écoles, les enseignants sont pris en charge par l'État. Sont pris en charge par l'État. Très bien, mais la dernière sortie du cardinal Ambongo, il a dit ceci, vous allez commenter pour clore avec ses premiers sujets. Il dit, un pasteur, là je suis en train de le paraphraser, qui a peur est un fou. Un prêtre, un évêque qui a peur est un fou. Votre réaction? Il dit vrai, parce que lui-même a peur du Rwanda. Parce que s'il n'avait pas peur du Rwanda, il allait l'indexer et c'est lui-même qui devait faire ses lobbying au niveau... Parce que vous avez dit qu'il est représentant du pape ici. Alors qu'est-ce qu'il fait ici? Il devait aller aussi faire le même lobbying pour que Paul Kagame soit sanctionné de ses actes qu'il pose ici. Il dit vrai, un pasteur qui a peur est un faux pasteur. Donc c'est à lui de vérifier dans son attitude s'il a peur ou pas. Donc, il doit vérifier comme ça. Parce que la Bible qui tient à main nous oblige l'Église à prier pour les autorités, non à les combattre. Très bien, nous prenons déjà notre deuxième sujet, ce qui concerne le détournement en République démocratique du Congo sous Félix Tshisekedi. Nous avons entendu parler d'un procès de 100 jours, que nous avons d'ailleurs suivi, pas entendu parler, suivi à Kinshasa comme une série télévisée. Plus de 57 millions sont partis. Aujourd'hui, si vous allez dans la prison de Makala, le tombeau est vide. Djamal n'est plus là. Monsieur Kamere n'est plus là. Tous ceux qui étaient cités et arrêtés ne sont plus là. Les dossiers Bakunga, beaucoup de millions qui devaient aider la gratuité de l'enseignement, le tombeau est vide. Un autre dossier avec Teni Longondo, beaucoup de millions encore sous Covid, le tombeau est vide. Aujourd'hui, on parle du dossier lampadaire, dossier forage à plus de 297 000 $ pour un seul forage. Monsieur Derrick, ne pensez-vous pas que Tshisekedi nous a amené encore plus bas que le pouvoir de Joseph Kabila? Moi, j'ai réfléchi de cette manière. J'avais entendu Joseph Kabila, lorsqu'il voulait quitter le pouvoir, il nous a dit que s'il avait seulement 15 bonnes personnes, il ferait mieux que ce qu'il a fait pendant 18 ans. Alors, je me pose aussi la même question. Félix Tshisekedi aujourd'hui n'a pas créé de nouveaux Congolais. J'ai réfléchi d'abord. Il continue avec les mêmes Congolais qui étaient avec Joseph Kabila. J'ai dit qu'il n'a pas créé les nouveaux
Congolais. Ok. Il a trouvé les Congolais dans un système. Il doit les sortir. C'est quel système? C'est la corruption. Les détournements. Il a trouvé ces systèmes. Il faut faire sortir les Congolais de ces systèmes. Voilà un paradoxe auquel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est confronté. Mais je voudrais aborder aussi les sujets en question, parce que vous dites que... Mais attendez, avant que nous puissions évoluer, Monsieur Derrick, ça signifie que vous dites sur mon plateau, devant mon micro et ma caméra, que Félix Tshisekedi a été incapable de changer l'homme congolais. Je n'ai pas affirmé cela. Plus de 5 ans après. Kabila a fait 18 ans. Prenez l'enfant de 0 à 18 ans, il a quel âge? Prenez l'enfant de 0 à 5 ans, il a quel âge? Et ont-ils le même raisonnement? Ça, je sais qu'on peut réfléchir dans ce sens-là. Je sais qu'il n'avait que 5 ans et il nous a promis de ne pas reprendre les erreurs du passé. Donc, je crois aussi que parmi les erreurs du passé, ça fait le dossier qui est sur la table fait partir aussi des erreurs du passé. Parce que parmi les erreurs du passé, il y a un Ngobila qui ne sera plus jamais gouverneur pour cette ville. C'est aussi une erreur du passé. Et parmi les erreurs du passé, c'est aussi de ne pas user de son leadership fort pour changer la classe politique congolaise. Je parle ici du président de la République. Exactement. Je sais que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, a été confronté à plusieurs difficultés à son premier mandat. Ça, ce n'est pas une information pour tout Congolais. Parce que quand il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas une majorité. Il a été obligé de gérer avec le FCC, qui ne voulait pas que le président de la République puisse se démarquer de Joseph Kabila. Il a fait l'effort de se débarrasser de Joseph Kabila pour pouvoir faire ne fût-ce que quelque chose. C'est ce qui l'a permis d'ailleurs qu'il soit élu avec 73%, parce que le peuple a vu en lui un leadership fort, une personne capable de poser les actes pendant qu'il est entouré de vautours. Donc, il s'est démarqué en posant des actes forts qui ont marqué le peuple congolais. Très bien. Dossier lampadaire, dossier forage. À qui la faute, Monsieur Derrick? Moi, je dois demander aux Congolais de réfléchir autrement. Vous savez, aujourd'hui, je peux commencer avec le dossier 100 jours. Allez-y. Il a été soutenu que Kamere et Diamal et ceux qui suivent ont détourné plus de 57 millions de dollars dans le projet de construction de maisons préfabriquées et aussi dans l'essai de construction de quelques routes, voire même les sauts des moutons. Okay. Alors, nous avons tous suivi les procès. Je me pose la question, où est-ce que les avocats de la République nous ont démontré comment Kamere était parti à la banque prendre l'argent? On ne nous a jamais démontré. Faute de preuves, la justice a lavé Kamere. Mais une chose reste. L'image de Kamere a été ternie dans l'opinion, nationale comme internationale. Il a été victime. Vous voyez? Mais lorsqu'aujourd'hui aussi, c'est la même erreur que nous répétons. Je sais qu'il peut avoir des soupçons de détournement. Je sais qu'il peut avoir des surfacturations. Mais qui est l'auteur? Est-ce que c'est à tout individu de déterminer l'auteur ou ça c'est à la justice? Or, les Congolais ne comprennent que le langage des réseaux sociaux. Lorsque vous dites que tel a volé, tel a détourné, directement c'est lui qui devient le détourneur de dernier public. Alors que le peuple congolais ne fait pas entendre que quelqu'un... Donc la population comprend celui qui vient à lui le premier. Oui, oui. Voilà, même dans la conception des Congolais, c'est la première personne à aller en justice qui a raison. Voilà, c'est ça c'est la conception congolaise. Donc, une fois que vous avez les problèmes, sois les premiers à aller accuser, tu as raison. C'est ça la conception des Congolais. Mais il faut creuser un peu
les dossiers. Allons-y maintenant. Est-ce que le ministre des Finances aujourd'hui, qui est vu dans l'opinion nationale et internationale comme les détourneurs de fonds, est-ce que c'est lui le concepteur du projet des forages? Les projets venaient du ministère du développement rural. Exactement. Parce que nous avons entendu, pour la première fois, moi j'étais choqué, lorsque j'ai appris par le biais d'un journaliste qu'il y aurait des détournements. Et l'auteur de ces détournements, c'est qui? C'est le ministre de Finances, Nicolas Kazadi. J'étais choqué. Maintenant, quand je creuse un peu le dossier, pour les suivre très bien, les projets de forage viennent d'où? Du ministère du développement rural. Ce ministère est chapeauté par qui? Par François Robota, dont les noms, dans l'opinion publique, n'est pas cité. N'est pas cité. Voilà, je me pose la première question. Mais si les dossiers viennent d'ici, donc ce dossier ici a été débattu dans les conseils des ministres et ça a été délibéré. Donc le Premier ministre connaît les dossiers. Je connais les dossiers. Le président de la République doit connaître les dossiers. Exactement. Je vérifie aussi la même chose. Est-ce que le IGF avait mis les yeux là-bas? Je vérifie, c'est la même chose. Est-ce que les prix... Il y a quelque chose que vous n'épinglez pas. Oui. Les dossiers, comment le projet arrive au niveau du ministère de Finances avec des surfacturations déjà pré-calculées, donc déjà au ministère du Développement rural. Mais qu'est-ce qui fait que ces paiements-là soient faits en mode d'urgence? Est-ce que ce n'était pas pour échapper à l'IGF, échapper au ministère de budget, échapper pour que ça saute les étapes? C'est là où on condamne M. Nicolas Kazadi. Moi, j'ai réfléchi aussi de cette manière. Très bien. Moi, je ne vais pas condamner les gens en premier. Je vais voir leur procès pour les condamner ensuite, pour voir comment ils vont se justifier. Lorsque je sais que le projet a été exécuté pendant que le président de la République voudrait qu'il y ait eu 2 actions à impact visible. Si vous suivez très bien les projets, c'est pour le salut du peuple. Parce que le peuple a de problèmes d'eau. Alors, il fallait qu'il y ait quelques... Il y avait urgence, raison primaire de la population. Raison primaire de la population, il faut quand même avoir quelques forages. Alors, est-ce que la surfacturation, on l'a remarqué lorsque les dossiers étaient déjà chez Nicolas Kazadi ou soit en conseil des ministres? Quand est-ce qu'on a remarqué la surfacturation? C'est ça le problème. Parce que tout est passé par de chaînes normales. Des contrôles de contrats. Le Finance a même débattu encore le prix jusqu'à les rabaisser de 30%. Exactement. Le ministre a débattu le prix parce que ce n'était pas même ce que nous dénonçons aujourd'hui. Le ministre a débattu. Mais il y a eu de pression pour que cela soit fait en mode d'urgence. Mais attendez, d'où venait la pression? Parce que l'argentier de la République, c'est M. Nicolas Kazadi. Si aujourd'hui il y a eu pression, la pression venait d'où? Est-ce que de sa hiérarchie? Je parle ici du Premier ministre et du Président de la République. Vous savez, nous sommes en République démocratique du Congo. Lorsqu'il y a un projet urgent, lorsqu'il y a des besoins immédiats, l'argent est censé sortir en mode d'urgence pour résoudre les problèmes le plus vite que possible. Là, c'est un principe. Est-ce qu'il n'y avait pas l'urgence? J'ai dit si, il y avait l'urgence. Est-ce que Nicolas Kazadi n'était pas dans l'obligation de financer ces projets? J'ai dit oui, il était dans l'obligation de financer les projets parce que cela a été débattu dans les conseils de ministres et ça a été délibéré là-bas. Où est sa faute? Je trouve qu'il y a les gens qu'on a manipulés tout simplement pour ternir l'image de Nicolas Kazadi, sans pour autant prendre sa défense. Parce que moi, j'ai réfléchi, je vois d'où vient le projet, d'où vient la conception du projet. Est-ce que c'est chez Nicolas Kazadi que les gens gagnent les marchés publics? Non. Est-ce que c'est Nicolas Kazadi qui a recruté les éléments? J'ai réfléchi comme ça, je ne prends pas sa part. Non. Je dis non. Mais pourquoi le nom de François Robota ne bat pas son plein sur les réseaux sociaux? Il n'y a que Nicolas Kazadi. Donc, il y a une nécessité de voir qu'il y a l'acharnement. Donc, il y a quelques projets que Nicolas Kazadi aurait bloqués. Et les gens ne sont plus contents
de voir Nicolas Kazadi être reconduit dans les nouveaux gouvernements. C'est pourquoi il faut faire quoi? Il faut salir son nom. Il faut ternir son nom. Ce n'est pas le détournement que l'on voit maintenant là. On voit la tête de Nicolas Kazadi. Exactement. Parce que si on s'attelle sur les détournements, on cherche les concepteurs du projet qui ont surfacturé le projet. C'est ça, la question est simple. Mais vous cherchez la personne qui est censée payer, financer les projets. Alors que vous avez demandé que les projets soient financés à mode d'urgence. Maintenant, vous me suivez. Mais j'ai fait là. Ça a été débattu dans le Conseil des ministres. Quel est mon problème? Donc, l'infraction, c'est d'avoir financé les projets que nous avons débattus dans le Conseil des ministres sans pour autant prendre la part de Nicolas Kazadi. Je réfléchis de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, à supposer qu'on arrive devant la justice, que la justice arrive à laver Nicolas Kazadi, tous ceux qui ont dénoncé Nicolas Kazadi comme un détourneur de fonds, est-ce qu'ils auront encore le temps de passer dans les médias pour nous dire que Nicolas Kazadi n'avait pas détourné? Est-ce que vous avez vu l'humiliation que Kamel a subie en France? Alors qu'il a été lavé par la justice. Donc, les gens ne font plus confiance à la justice. Les gens font confiance aux gens qui dénoncent. Et surtout que nous n'avons pas une bonne information. Il faut être soudoyé par une autorité quelconque pour faire une telle déclaration. On te donne des dossiers, tu fais de telles déclarations. Mais nous, peuple congolais, on n'est pas aussi dupes. On réfléchit aussi, on crée des dossiers. Qui est concepteur du projet? Qui a surfacturé les projets? Qui devait exécuter les travaux? Qui a gagné le marché? Est-ce qu'il a changé l'entreprise qui a gagné le marché au profit d'autres entreprises? Point d'interrogation. Mais s'il ne l'a pas fait. Moi, j'ai réfléchi comme ça. Je ne prends pas sa défense. Mais je réfléchis comme ça. La façon dont nous traitons nos autorités n'est pas une bonne façon. S'il y a détournement, parlons du détournement. Cherchons à connaître qui est le concepteur, qui a surfacturé et qui a fait quoi dans un projet. Alors, la façon dont nous communiquons, nous sentons la haine. Très bien. Nous sentons l'acharnement. Même si vous ne trouvez pas Nicolas Kazadi responsable de ces détournements ou de cette surfacturation, mais réellement, il y a une surfacturation. C'est là où j'aimerais mettre ma télé. Là, nous allons maintenant toucher le vrai problème. Oui, exactement. C'est l'argent du contribuable congolais qu'on a laissé partir comme ça à travers cette surfacturation. Au-delà de la surfacturation, on ne sait pas réellement donner les adresses de ces forages. On nous dirait qu'il y a seulement plus ou moins 20 forages qui sont déjà disponibles en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que sous Tshisekedi, la justice est réellement malade et demeure malade comme le président lui-même l'avait dit? Parce que là, on n'inquiète personne. On fait appel au ministre Roubota. On demande au ministre de Finances de ne pas sortir. Mais ceux qui devaient exécuter les travaux et nous présenter les forages ne sont pas interpellés. Je suis content parce que vous posez une question très importante. Les Congolais attendent des pieds fermes ces dossiers. Parce que le peuple a besoin de ces forages. Nous avons besoin de nos forages. L'argent est sorti de nos forages. Et puis les prix de forage. Est-ce que ils ne peuvent pas nous expliquer si les forages ne vont pas seulement sortir de... 197 000 $. Ne va pas seulement sortir de l'eau. Il y aura aussi du miel et du lait. Qui coulerait de ces forages? Oui. Parce que moi, j'ai quand même une petite notion sur ces forages. Je sais que dernièrement, du côté Boadi, on a fait un forage. Le forage nous a coûté 7 000 $. Alors que là, il s'agit de 290 quelque chose par forage. Mais Nicolas Kazadi vous dit que ce n'est pas un simple forage que vous pouvez construire chez vous à la maison. Il s'agit d'un forage muni de panneaux solaires, d'un système de traitement pour purifier l'eau. Peu importe. Ces justificatifs-là ne tiennent pas debout. C'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Peu importe. Les prix
est tellement exorbitant. Oh là là. Parce que là, ils sont en train de détruire la République démocratique du Congo. Vous savez prendre 297 000 dollars par forage. Ils devaient exécuter plus ou moins 300 forages. Et jusqu'alors, même si on ne connaît pas les adresses, on nous informe qu'il y a eu 20 forages, qu'ils ont tout ça. Vous savez, je crois que les chefs de l'État doivent agir autrement face à ces réseaux de mafieux. Vous savez, la mafia au Congo est devenue un réseau qui enrichit certains Congolais. Oh là là. Est-ce que vous savez que aujourd'hui les féticheurs sont incapables d'opérer les miracles que les politiciens opèrent aujourd'hui? Si vous allez chez un féticheur pour vous sortir 100 000 dollars, il peut vous sortir 1000 dollars. Mais si vous confiez un poste de responsabilité à un politicien, dans 48 heures, il peut vous multiplier les millions. Même les féticheurs s'étonnent. Même les gens de Flamançonné, ils s'étonnent. Qu'est-ce que les politiciens congolais font pour opérer de tels miracles? Donc c'est une magie terrible. Il arrive aujourd'hui au pouvoir, demain il est millionnaire. Demain il est millionnaire. Il multiplie par quels moyens? Il construit en désordre. Surtout avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme il y a la démocratie. Oh là. Et lorsque attendez. Est-ce que c'est la démocratie ou c'est la faiblesse du pouvoir en place qui fait que le ministre qui entre aujourd'hui, demain il est millionnaire? J'aimerais bien que vous puissiez bien gérer les mots. Allez-y. Lorsqu'on parle faiblesse de démocratie. Lorsqu'on parle du pouvoir en place, on commettrait une erreur. Vous savez que lorsque vous êtes ministre, il faut faire dans 48 heures, je ne maîtrise pas le délai, les déclarations de votre patrimoine. Est-ce que la justice enquête sur ces gens-là après 2 ans de pouvoir? Mais à qui la faute? C'est la faute. Ne trouvez-vous pas que c'est le leadership qui doit incarner Félix Tshisekedi pose problème? La démocratie garantit la séparation des pouvoirs. Ok. La démocratie garantit la séparation des pouvoirs. Mais on doit souligner que Félix Tshisekedi, c'est aussi le magistrat suprême. Exactement. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo commence à donner des injonctions à la justice, ça ne sera plus une bonne justice. C'est ainsi que nous lui demandons de continuer à fournir l'effort pour la réforme de cette justice. Parce qu'on dit que la justice élève une nation, une bonne justice d'ailleurs. La mauvaise garantit l'impunité. Voilà là où nous sommes, les tombeaux évitent les procès 100 jours. On n'a pas vu les maisons préfabriquées que Diamal construisait. Quand même, nous avons vu les sauts des moutons. Donc, il y a quand même la part qui a été exécutée, il y a une autre part qui n'a pas été exécutée. Pour arriver au dossier lampadaire, j'ai suivi Ngubila sur Top Congo. J'avais l'arme aux yeux. Je me rappelle un jour, dans un plateau avec vous, il y avait quelqu'un qui le défendait. Alors que lui-même est incapable de se défendre. J'ai suivi Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, que je salue en passant. Il a dit qu'il a ouvert un compte pour l'hôtel de la ville. L'argent a été logé dans le compte de l'hôtel de ville. L'argent a été logé dans ses comptes. Et il dit même qu'il aurait proposé à Gentini Ngubila qu'il y a eu des lampadaires qui coûtaient moins cher que ceux que lui proposait. 500 $. Non. Il a dit que ces lampadaires n'ont pas le même impact que ce que lui avait besoin de commander. Bon, je suppose dans ma tête, ces lampadaires, lui a vu que comme ces lampadaires n'ont pas le même impact, parfois les lampadaires de 5 000 $ par lampadaire pourraient aider les Congolais à enlever les péchés qui sont en eux. Par exemple, le Congolais balingé kobo mingi. Ce que les kinasé en lampadaire, il y a 5 000 $. Et Kobonyon c'est longwe. Donc il suffit qu'à voilà lampadaire, il y a Gentini Ngubila. Mais ce qui est curieux, c'est que Gentini Ngubila dit que non, l'histoire de lampadaire, ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire de Nicolas Kazadi. Comment nos autorités fonctionnent? Comment? Voilà les gens
à qui on a confié la ville-province de Kinshasa, qui est incapable même de s'assumer. Vous savez que sur Top Congo, il était essoufflé. Avez-vous déjà vu une autorité, après avoir géré une ville comme Kinshasa, et il sort essoufflé? Il manque même des termes. Oh là là. Il a dit ceci: une bouche qui mange le gâteau, c'est une bouche qui sort ce que vous savez là. Moi, je me demande, ça veut dire quoi? On lui pose la question sur les foulous, les poubelles ici à Kinshasa. Il a dit qu'il avait trouvé des poubelles. Et il en a laissé. Il en a laissé. Voilà. Les modèles des gens qui nous ont dirigés pendant 5 ans. Lorsqu'on vous dit que le malheur de cette ville, ce sont des gens à qui on a confié la responsabilité. Aujourd'hui, on ne préfère plus la compétence et l'intelligence. On préfère plus l'incompétence pour bien gérer, pour bien intimider, pour bien donner des ordres. On ne préfère plus l'intelligence. Très bien. Merci beaucoup, Maître Déric. Mais comment voudriez-vous, dans une république comme la nôtre, une république où sérieuse, nous avons l'Internet, qu'est-ce qui manque à ces autorités de demander le prix des lampadaires? Il faut financer un tel projet de lampadaire à 5 000 $, alors qu'un lampadaire revient à 1 500. Ils ont des équipes qui suivent tous les projets qui doivent entrer. Que font ces services-là? Non, c'est un service organisé. J'ai dit que on nous a géré. Il y a eu des gens qui ont suivi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, non pour soutenir sa vision, il vient avec de tels discours, mais ils sont venus pour l'aider à s'enfoncer. Oh là là. C'est là où il n'arrive pas à défaire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est là où je trouve que Félix est un grand stratège. Parce que il vous fait confiance. Mais de vous-même, il va sortir ce que vous êtes. Merci. Merci, Maître Déric. Je reviens à vous, le temps que vous puissiez peut-être vous reprendre votre souffle. Je reviens à vous. Mais laissez-moi parler un peu de l'IGF. L'IGF, félicitations à M. Jules Alinguetti. Encore une fois, cet homme fait des exploits en République démocratique du Congo. Hier, vous avez vu comment est-ce qu'il a présenté ce qu'il a fait comme travail pour éliminer, pour laver le fichier des fonctionnaires. En République démocratique du Congo, lorsqu'on parle des fonctionnaires, nous trouvons comme si c'est un secteur où les gens souffrent. Or, pourquoi les gens souffrent dans ce secteur? C'est parce qu'il y a des prédateurs congolais, de père et de mère parfois. Vous trouvez qu'un seul Congolais peut détenir à lui seul 10 numéros matricules, 15-20 numéros matricules, pendant que les fonctionnaires reçoivent, ceux qui travaillent réellement, reçoivent 300 000 francs, 200 000 francs. Lui peut en avoir des millions de francs congolais. Félicitations à l'IGF pour ce travail. Monsieur Jules Alinguetti. Je comprends pourquoi les chefs de l'État continuent à faire confiance à l'IGF. Je comprends pourquoi Jules Alinguetti devient le chien à abattre de certains politiciens congolais. Comment sauver la République démocratique du Congo si nous n'avons pas de gens comme Jules Alinguetti capables de faire un travail sans pour autant suivre des intérêts derrière? On vous dit qu'il y a des gens qui donnent à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants, des matricules. Qui est allé découvrir ça? Monsieur Jules Alinguetti. Pour que l'on puisse désactiver tous ces réseaux. Félicitations à l'inspecteur général des finances, bien que le travail est encore grand, c'est pas fini. Les dossiers lampadaires, les dossiers forage, il y a aussi une faiblesse de l'IGF quelque part. Félicitations à monsieur Jules Alinguetti qui nous a présenté un projet, qui nous a présenté un travail très bien fait pour la première fois. J'ai beaucoup aimé Jules Alinguetti. J'ai beaucoup aimé ce travail. Bien chiffré. Cela pourrait sauver la fonction publique en République démocratique du Congo. Alors, monsieur Déric, le travail de l'IGF en République démocratique du Congo. Nous avons suivi hier le président de la République renouveler sa confiance à cette structure,
devant le membre de la diaspora congolaise en disant que c'est lui-même qui est derrière l'UGF. On peut se dire que cette structure arrive quand même à faire son travail, ou vous trouvez qu'il y a aussi des couacs de l'autre côté? Non, l'UGF, il faut saluer les actions qu'il est en train de mener. Il faut saluer ça parce que, vous savez, lorsqu'on parle de prédateurs, ils sont partout, ils sont dans tous les secteurs. Imaginez-vous, quelqu'un a 20 numéros matricules. Pendant qu'il y a les Congolais qui souffrent, il n'y a pas de travail. Je me demande comment il le fait. Est-ce qu'il bouffe aussi cet argent? Il est à l'aise. Alors, il est aussi en train de... Avec une conscience tranquille. Tranquille. Il est aussi en train de dénoncer ceux qui détournent l'argent de l'État. Est-ce qu'il ne joue pas le même rôle? Donc, l'IGF devait maintenir de telles mesures dans tous les secteurs. Parce que ce qu'il a découvert au niveau de fonctions publiques, à l'armée, voire même à l'armée, à la police, dans d'autres secteurs, il y en a aussi. Très bien. Donc, l'IGF doit étendre son action. Là où il avait failli, c'est des dossiers lampadaires et les dossiers forage. Parce qu'il fallait bloquer le financement de tels projets. Il fallait les bloquer. Nous l'avons suivi, il avait bloqué le paiement des examinateurs des examens d'État l'année écoulée. Il avait bloqué parce que cela devait passer par les circuits bancaires. Alors que le Tony Mwabaka soutenait qu'il y a eu une pratique traditionnelle. C'est aussi Tony Mwabaka dit. Je vais vous parler des systèmes de 3 Kazadi, le gouvernement. Rapidement, parce que nous chitons déjà avec notre... Les systèmes de 3 Kazadi. Nous avons les 3 Kazadi. Il y a Kazadi, VPM de l'Intérieur. Il y a Kazadi, Kazadi, ministre des Finances. Il y a Kazadi, ministre de l'Intérieur, de l'Enseignement. Des Finances et de l'Enseignement. Tony Mwabaka Kazadi. Il y a un Kazadi. Aujourd'hui, le finaliste sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo présente l'épreuve de l'État, la dissertation. Vous savez ce qui est curieux? Ces enfants ont payé de frais pour l'achat de la fiche d'inscription. Ils ont payé les frais pour des photos passeport. Mais aujourd'hui, partout, ils présentent ces examens sans leurs macarons. Il n'y a pas les macarons. Il n'y a même pas ces photos. On n'a pas déposé ces photos. L'inspection a été incapable d'imprimer même le macaron. Sous Kazadi. Maintenant, les écoles se recherchent en achetant des cartes par-ci, par-là pour donner aux élèves, pour qu'ils aillent se présenter devant des centres d'examen. Ça, c'est extrêmement grave. Très bien. Que ça soit fait par un Kazadi. Qu'il y a tant de problèmes avec l'IGF. Le seul Kazadi qui a filmé les inspecteurs de l'IGF. Le seul Kazadi qui a crié aux contrôleurs qu'ils sont voleurs. Nous sommes dans une république des miracles sérieux. Il y a des gens qui sont sérieux dans cette république que lorsque vous verrez quelqu'un venir contrôler chez vous, vous criez voleur. Ici, il n'y a pas de voleurs. Est-ce que lorsque les inspecteurs débarquent chez vous, est-ce qu'ils viennent seulement pour venir attraper les voleurs? C'est pourquoi je demande à l'IGF qu'avant remise et reprise entre Kazadi de l'enseignement, que l'IGF fasse un contrôle sérieux de la gestion des finances, de finances à ces ministères, parce que ces ministères font entrer aussi beaucoup d'argent. Merci. Parce que les droits de participation pour chaque finaliste, c'est 85 000 francs. Alors, cherchez le nombre de finalistes. Vous savez, le seul cas où l'examen d'État a été publié en deux sessions. C'est le cas de l'enseignement. Mais je peux quand même dire un coup de chapeau au Kazadi, VPM de l'Intérieur. Monsieur Peter Kazadi, qui a un travail de titan. En tout cas, il faut le féliciter, ce monsieur. Avec l'opération Panthère Noire, on termine par là. L'IDPS, aujourd'hui, peut être fier de certains cadres qui ont eu accès au ministère. À l'exemple de Peter Kazadi. Vous savez, il a trouvé l'insécurité qui bat son plan sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Parlons le phénomène Mobondo qui est arrivé jusqu'ici à Kinshasa. Il a maîtrisé ces phénomènes.
Vous savez, avec ces phénomènes... Et c'est aussi sous Peter Kazadi qu'on a maîtrisé le phénomène kidnapping avec les Kaba et les autres. Exactement. Le phénomène kidnapping a été maîtrisé par Peter Kazadi. Et le phénomène Mobondo a été maîtrisé. Et les Koulouna, pour la première fois qu'on arrête plus de 2000 Koulouna qu'on a cheminé à Kanyamaka, c'était sous Peter Kazadi. Donc, si vous vérifiez très bien, parmi tous les ministres qui ont accédé à ces postes, le seul qui a eu autant de défis et qui l'a relevé, c'est Peter Kazadi. C'est une personne qu'il faut au moins féliciter pour un travail de qualité et pour la défense de l'image des Sphinx de Limité. On doit les féliciter. Il fait un bon travail. Alors, c'est l'un des rares Kazadi qu'on ne peut jamais manquer dans les nouveaux gouvernements. Je profite de votre micro si vous me permettez. Allez-y rapidement parce que l'émission... De dire quand même merci à Jean Souka, le PDG de l'établissement JS Business, et aussi l'inspecteur Eric Samba. Bana cité Bayebi inspecteur Eric Samba. C'est parmi les gens Oyo basunga kangana koma na émission na yo batia kanga pe pression yo kende devant les Congolais kende kolobela ba Congolais. Nous les Congolais nous avons besoin que vous puissiez passer devant nous et dénoncer ce qu'ils font, dénoncer, soutenir le président de la République en bonne œuvre. Très bien, merci beaucoup. Je vous donne les cartons pour deux petites questions. Vous avez ici parlé de la gestion de Peter Kazadi, le VPM de l'Intérieur. Quel est le carton que vous brandissez face à la gestion ou encore au bilan de M. Peter Kazadi, l'initiateur de Panthère Noire, cette opération pour la sécurité des Kinois? Quel est le carton que vous brandissez? Je crois les trois cartons, je peux connaître. Le vert signifie excellent, le rouge médiocre et les jaunes c'est pour la moyenne. Je le félicite d'ailleurs pour l'opération Panthère Noire. Allons-y. Parce que c'est l'opération qui a porté un peu de fruits. Vous savez que les Koulouna s'est battu à tout moment sur l'étendue de la ville. Maintenant, c'est resté des cas isolés. Que nous demandons que les Panthères Noires puissent faire... s'étendre encore. Puissent s'étendre encore pour mettre fin à ces systèmes. Très bien, vous brandissez les cartons. Il a été excellent. Très bien, Peter Kazadi, excellent ministre. Je me demande s'il avait fait 5 ans, on ne parlerait plus de Koulouna sur cette ville, province de Kinshasa. Très bien. Peter Kazadi, excellent, comme vous l'avez bien dit, et monsieur Nicolas Kazadi, au ministère de Finances. On en parle aujourd'hui. On en a aussi parlé. Dossier lampadaire, dossier ceci. On a dit qu'il n'a pas bien géré les fonds. Mais quel est le carton que vous brandissez face à sa gestion? Moi, j'ai suivi quand même de félicitations du FMI par rapport aux performances de notre économie. C'est aussi grâce au ministre des Finances qui est Nicolas Kazadi. Très bien. Il est excellent. Très bien. Et le dernier, c'est Tony Mouaba, vous l'avez dit. Quel est le carton que vous brandissez face au ministre de l'EPST? Depuis qu'il est au ministère de l'EPST, il tient quand même bien la gratuité de l'enseignement. Hein. Tout ce que j'ai vu, ce n'est que de problèmes avec des inspecteurs. Le jour de la publication des résultats, je l'ai vu toujours en conflit avec ses collaborateurs. Je l'ai vu toujours à couteau tiré avec l'IGF, qui n'a rien à voir avec lui. Lui qui vient faire, qui vient pour faire son travail, qui vient exécuter des missions, il vient avec l'autre des missions. Mais lui, il bloque l'action de l'IGF. Si vous voyez quelqu'un qui a une eau pure et qui a peur d'un testeur, c'est que l'eau qu'il porte n'est pas pure, mais l'eau est pire. Merci. Voilà, c'était la toute dernière question. Monsieur Derrick, merci pour votre présence sur notre plateau, la disponibilité. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, malgré je soutiens une personne. Et on doit les soutenir, même si il est en difficulté. C'est l'honorable Ntingi Mpululu. Oh là là. Donc je dois les soutenir. Ntingi Mpululu, c'est une valeur, même si une valeur, tu peux la négliger aujourd'hui, mais la valeur ne change pas. Ntingi Mpululu, la valeur reste toujours une valeur. C'est un monsieur, c'est un jeune très intelligent, c'est un jeune compétent
dont la République a besoin. Et aura besoin de Et dont la République a besoin. Je l'ai dit au présent parce qu'il s'agit d'une vérité universelle. Donc la République a besoin d'une personne comme Tingi Pouloulou. Donc, qu'on le veuille ou pas, un jour, Tingi Pouloulou sera là pour servir son pays. Merci beaucoup et salutations particulières à l'honorable Tingi Pouloulou, de là où il peut nous suivre. Soutien total à toi, la population est derrière toi aussi. Alors, nous allons terminer avec ces petits dossiers au ministère de Finances parce qu'on parle ici des finances publiques. Nous demandons, parce que moi je trouve que ça commence à friser l'acharnement, que dans ces dossiers, que l'on puisse citer le vrai coupable. Lorsqu'on tire sur le ministre des Finances, et le ministre des Finances, et le ministre des Finances, et encore le ministre des Finances, nous comprenons qu'il y a réellement acharnement. Lorsque tout le monde se mobilise sur la seule personne, le seul nom de Nicolas Kazadi, apparemment, ça devient de l'acharnement. D'où venaient les projets? Qui devait exécuter? Est-ce que Nicolas Kazadi est le seul à tout faire dans ces dossiers? Nous y reviendrons prochainement. Mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, on s'arrête par là. C'était la part des vérités de Maître Derrick que nous avions reçu aujourd'hui. Derrière nos caméras, il y avait Demis Vouemba et Josué. De l'autre côté de la régie, il y avait notre DT, le DT Wilson Louis Edissa. Vous avez d'ailleurs constaté comment est-ce qu'il a réalisé cette émission. C'était excellent. Merci beaucoup à lui et chapeau bas. Merci et bye. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, nous allons l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce moment café, qu'ils sachent bien que le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutuma kambote. La guerre a valé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Il va interpeller au pays. Il y a une preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. On comprendre que Kabila a battu la FCC, Batika et Kimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyos bazoboma batu miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na liberté comme on a Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete.